Déjà. 이걸 여기서 시켜볼까? Étudié à Strasbourg. Et c'est à cette époque qu'il vécut sa plus belle histoire d'amour avec Frédérique Brion, fille d'un pasteur alsacien. Lorsque Louis XIV annexe Strasbourg en 1681, il exige, pour protéger ce lieu stratégique, la construction de fortifications qui renforceront l'enceinte médiévale. Cet ouvrage, témoin de l'enceinte disparue, est signé Vauban, grand architecte militaire du souverain. Il s'agit en fait d'une écluse de fortification, dont l'abaissement des ventelles permettait d'inonder le front sud de la ville en cas d'invasion. Ce rempart devait renforcer la défense de la ville en doublant les fortifications qui longeaient alors toute la rive droite. C'était donc à la fin du XIXe siècle, un tramway circulait déjà dans cette rue. D'abord tiré par des chevaux, la vapeur était alors interdite en ville, puis électrifiée à partir de 1895. À droite, l'entrée de la Grande Rue, axe historique de la
empruntent le tracé de l'ancienne voie romaine qui reliait jadis Saverne à Strasbourg. À gauche, cette église surmontée d'un minuscule clocher, l'église des Chevaliers de Saint-Jean, est demeurée bien ancrée ici depuis 1477. À l'arrière, le quartier-gare était au XIXe siècle essentiellement un quartier industriel où cohabitaient usines, entrepôts et ateliers d'artisans. Non loin d'ici, on construisit même en 1838 une usine à gaz qui permettait notamment d'éclairer la ville avec quelques 360 réverbères. À côté de l'actuel centre commercial à gauche se trouvaient la grande synagogue, les halles et l'ancienne gare de Strasbourg. La synagogue fut construite par les Allemands en 1898 pour répondre à la demande d'une communauté juive de plus en plus importante. Ce somptueux édifice sera détruit par les nazis en 1940. L'ancienne gare, elle, fut inaugurée par Napoléon III en 1852 à l'ouverture de la ligne Paris-Strasbourg. Et c'est en 1883 que les Allemands inaugurent l'actuelle gare centrale. Kléber fut un grand général de l'armée durant la Révolution française. C'est d'ailleurs à lui que Napoléon Bonaparte confia le commandement des troupes à la fin de la campagne d'Égypte. Depuis la fin du XIXe siècle, ce quai est bordé d'élégants immeubles. Des constructions qui traduisent l'ambition du Reich de donner à Strasbourg un visage prestigieux après l'annexion du XVIe siècle et que nous aurons l'occasion de découvrir plus largement au cours de cette visite. Vous pourrez voir à quel point ces constructions sont inspirées de styles anciens, un courant architectural connu sous le nom de style historiciste. Sur votre gauche, vous pourrez découvrir deux bâtiments officiels de la Neustadt. Le palais de justice, avec son portique à colonne ionique, s'inspire de la Grèce antique. À ses côtés, toute de grès rose, l'église Saint-Pierre-le-Jeune catholique mélange quant à elle un style haineux. À la pointe de la grande île, avec le quai des pêcheurs où sont amarrées les péniches. Voilà un mélange de styles qui résume assez bien Strasbourg et ses différentes époques architecturales. Une terre de l'Empire allemand, et Strasbourg en est la capitale. Dès lors, la ville est destinée à devenir une vitrine de l'Allemagne, de sa culture et de sa puissance. Elle doit avoir tout le prestige d'une capitale impériale. Le Kaiser Guillaume la dote d'une université parmi les plus modernes de son temps et entreprend une formidable extension de la ville. Ainsi, en seulement 50 ans d'annexion, les Allemands triplent la surface de Strasbourg. Ils y font ériger des maisons et des immeubles bourgeois qui constituent un patrimoine unique en Europe, avec une forte concentration de bâtiments Art Nouveau, ou Jugendstil en Allemagne.
documents officiels est essentiellement inspiré de styles anciens, de l'Antiquité à la Renaissance, ce n'est que très peu le cas des immeubles utilisés la nature pour modèle et non plus les anciens. Cette architecture Jugendstil se caractérise par ses courbes et ses motifs floraux qui animent à la fois les grilles, les façades et les fenêtres. Dans cette Neustadt, les architectes semblent avoir rivalisé d'audace et de créativité. Ce nouveau Strasbourg, ville de prestige et de modernité, attire alors de très nombreux Allemands qui voient là un lieu de belles opportunités de carrière. Il y a le même service d'architecture sur la municipalité depuis le XIVe siècle. Naturellement que dès 1949, Strasbourg devient capitale européenne. Elle accueille le Parlement européen, un temps dans le Palais de l'Europe à votre droite, puis dans cet impressionnant bâtiment de verre à votre gauche. Celui-ci abrite l'hémicycle où se réunissent les députés de tous les pays de l'Union. Nous sommes à présent sur le bassin de Lille, à la jonction de la rivière avec le canal de la Marne au Rhin, achevé en 1853. Face à vous, le Palais des droits de l'homme, où siège depuis 1994 la Cour européenne des droits de l'homme, ultime instance du droit en Europe. Sa façade évoque la balance de la justice. L'architecte Richard Rogers a voulu un bâtiment aux lignes contemporaines et symboliques qui associe le droit et le principe de transparence. Celui-ci, tel un énorme paquebot, borde le cours de l'île et surplombe le canal qui mène dans le port de l'île de Strasbourg. Sur votre gauche, vous devinez derrière les arbres le Palais de l'Europe. Sa construction en 1977 marque la naissance du quartier européen de Strasbourg. Il est le siège du Conseil de l'Europe, la plus ancienne organisation intergouvernementale européenne. Le Conseil de l'Europe œuvre principalement pour la sauvegarde des droits de l'homme et pour les valeurs démocratiques. Il représente plus de 800 millions d'Européens. Jusqu'à la fin des années 90, le Palais de l'Europe accueillait aussi en ses murs le Parlement de l'Union. Mais avec l'extension de l'Europe et l'entrée de nouveaux États membres, il a fallu donner aux députés de nouveaux locaux. C'est alors que fut construit l'IPE 4 à votre droite. Il accueille un hémicycle de près de 900 places. Ce bâtiment est aussi nommé Immeuble Louise Weiss, du nom d'une brillante journaliste et femme politique qui se battit ardemment pour le vote des femmes. Louise Weiss fut surtout une Européenne de la première heure et elle prononça en 1979 un discours d'ouverture historique lors de la première session du nouveau Parlement de Strasbourg. Cet embarcadère à votre droite a été construit en 2014. Une structure qui matérialise le lien entre Strasbourg, ville d'eau, et Strasbourg, capitale européenne. En 1792, en pleine Révolution, le roi de France déclare la guerre à l'Autriche. Claude Joseph Rouget de Lille, jeune officier français posté à Strasbourg, compose alors en une nuit ce chant de guerre pour l'armée du Rhin. Il est interprété pour la première fois chez Frédéric de Dietrich, le maire de la ville. Repris par les fédérés de Marseille, ce chant devient la Marseillaise. Son succès est tel qu'il devient dès 1795 chant national avant de devenir véritablement près d'un siècle plus tard l'hymne national français. De part et d'autre de l'île se trouvent les quartiers parmi les plus chics de Strasbourg, avec de très nombreux
sud-ouest de la France qui accueillit les Strasbourgeois après le début de la Deuxième Guerre mondiale. En septembre 1939, en effet, la population est évacuée en urgence, laissant la ville déserte. Au lendemain de l'armistice de juin 1940, la majorité des Strasbourgeois rentrent chez eux. Mais dès leur arrivée à la gare, le choc est violent. La ville est décorée de croix gammées et le restera pendant 4 ans. Désormais, l'Alsace est rattachée au Troisième Reich. Il y est strictement interdit d'y parler français ou même alsacien. Cette nouvelle annexion sera vécue comme une terrible déchirure par les Alsaciens. Et leur sort tout au long de la guerre sera plus difficile encore que celui des Français dans le reste du pays. Strasbourg et l'Alsace connaissent pendant la Deuxième Guerre mondiale un destin aussi singulier que douloureux. En juin 1940, en effet, l'Alsace-Lorraine est annexée de fait, même si cela ne figure pas dans la convention d'armistice. Dès lors, les nazis entreprennent de germaniser la population. Ils rebaptisent les rues de noms allemands, diffusent des journaux de propagande, introduisent le culte du Führer dans les écoles, enrôlent les jeunes gens dans les jeunesses hitlériennes. La population alsacienne est mise au pas de la même manière que dans le reste du Reich. Et ceux qui sont jugés francophiles sont directement expulsés. L'Alsace est désormais administrée par le Gauleiter Wagner, dont le nom résonne aujourd'hui encore de sinistre mémoire. Ses pouvoirs sont considérables. Il ne reçoit d'ordre que du Führer en personne. Et l'homme est particulièrement zélé. Plus que germaniser l'Alsace, il entreprend véritablement de la nazifier et instaure un climat de terreur. Mais dans leur très grande majorité, les Alsaciens manifestent peu d'empressement à suivre les ordres. Pour les rééduquer, l'administration nazie ouvre un camp à Schirmeck, à une 50aine de kilomètres d'ici, et de très nombreux Alsaciens récalcitrants y séjourneront. Il suffit pour cela de porter un béret, de parler français, ou plus grave encore, de siffler la Marseillaise. Par ailleurs, de nombreux réseaux de résistance voient le jour dans la région. Mais ceux-ci font l'objet d'une répression féroce et nombre de ces résistants seront envoyés au camp de Struthof, camp de concentration établi sur les hauteurs de Schirmeck. En 1941, le Reichsarbeitsdienst devient obligatoire pour tous les jeunes, garçons et filles. On parle du service du travail obligatoire. Les réfractaires qui tentent de s'y soustraire sont sévèrement punis, ainsi que leurs familles. Dès 1942, la politique du Gauleiter Wagner se durcit encore, et les hommes sont enrôlés de force dans la Sur votre gauche, après l'immeuble en briques de la Gallia, s'enfonce le boulevard de la Victoire où circule aujourd'hui le tram. Cette artère borde le campus allemand et mène vers le nouveau campus de l'Esplanade érigé dans les années 60. Aujourd'hui, Strasbourg est la deuxième plus grande ville étudiante de France après Paris. Nous revoici à la frontière entre l'ancienne cité médiévale et la nouvelle ville impériale. Ici, les deux époques cohabitent. À gauche, le quai des pêcheurs, avec ses maisons à colombages devant lesquelles s'alignaient jusqu'au XXe siècle de nombreux lavoirs. À droite, sur la rive, étaient autrefois entreposées les réserves de bois de la ville. L'imposant immeuble bourgeois qui s'y élève à présent, l'ESCA, date de 1935. À sa construction, il était à la pointe du confort moderne, avec chauffage central, ascenseur, réfrigérateur et même cuisinière électrique. Et vous retrouvez maintenant la silhouette majestueuse de Notre-Dame de Strasbourg, avec son unique flèche qui culmine à 142 mètres de hauteur. Imagineriez-vous coiffé d'un immense bonnet rouge? C'est pourtant ce qui se produisit lors de la Révolution française. En 1793, l'Assemblée révolutionnaire décide d'abattre cette flèche au prétexte qu'elle représente une insulte au principe d'égalité. Un serrurier de la ville propose alors de la coiffer d'un bonnet phrygien, arguant que ce serait là un symbole révolutionnaire plus fort encore. Ainsi fut fait. Grâce à cette idée audacieux,
Approche le pont la rue de Zurich qui s'enfonce dans le quartier de la Gründe. Jusqu'à la fin du 19e siècle, roulait à la place de cette rue un vieux bras du Rhin, le Rheinkiesel, qui permettait alors aux bateaux de gagner le port depuis le fleuve. En 1576, les arbalétriers zurichois arrivèrent jusqu'ici en bateau, avec une marmite préparée à leur départ et encore chaude à l'arrivée. Une manière de prouver qu'en cas de menace, ils pouvaient arriver bien vite. Aujourd'hui quartier très connu de Strasbourg, la Gründe ressemblait autrefois à un village lacustre. C'est en 1872 que ce canal est remblayé. Votre visite de Strasbourg au fil de l'eau touche à sa fin. Pour des raisons de sécurité, nous vous prions de rester assis jusqu'à l'amarrage complet du bateau et de veiller à ne rien oublier à bord. Merci aussi de replacer soigneusement votre casque là où vous l'avez trouvé en embarquant. À présent, nous vous suggérons de poursuivre la visite de la grande île à pied ou en mini-train, car Strasbourg recèle encore de nombreux trésors. Visitez la cathédrale, flânez dans les ruelles de la Petite France, profitez des Richtstube et tendez l'oreille. Vous saisirez probablement quelques mots en alsacien. Nous vous remercions d'avoir choisi Batorama. Nous espérons que cette promenade vous a plu et nous vous souhaitons le meilleur des séjours dans notre vie. Salut bisous, comme on dit chez nous. Au revoir.